Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme dont le nom, à lui seul, suffit à troubler le silence. Un homme dont le visage pourrait passer inaperçu, mais dont les pensées, elles, défient toute compréhension. Un colosse tranquille, poli, intelligent, qui a su déjouer les diagnostics, tromper les experts et faire de la monstruosité un art froid, clinique, presque mathématique. Il s'appelle Edmund Kemper. Et ce que vous allez entendre, ce n'est pas seulement l'histoire d'un tueur. C'est un voyage dans l'Amérique post-guerre, dans les failles d'un pays en pleine mutation, et dans l'abîme psychologique d'un esprit tordu par l'humiliation, le rejet et l'intelligence. L'Amérique dont il est issu, celle de l'après-guerre, est en apparence triomphante. Nous sommes à la fin des années 40. L'Europe pense ses plaies. Les États-Unis, eux, vivent une période d'euphorie. On construit des maisons en série. On achète des voitures chromées. On affiche sa réussite en façade. Les banlieues s'étendent. Les pelouses sont bien tondues. Les drapeaux claquent au vent. Le pays du rêve américain brille de mille néons. Mais sous cette couche de vernis patriote, quelque chose grince. Le rôle des femmes, cantonnées aux tâches ménagères pendant que leurs maris ramenaient l'argent, commence à poser question. Les traumatismes de guerre, eux, sont tus, enfouis, ignorés. Et au sein de ces familles trop bien rangées, dans ces maisons modèles, naissent parfois des fissures invisibles. Edmund Kemper est né dans l'une d'elles. Le 18 décembre 1948, à Burbank, dans la vallée de San Fernando, en Californie du Sud, un enfant voit le jour. Grand, déjà massif, presque étrange, Edmund Emil Kemper III. Il est le troisième enfant d'un couple fracturé. Son père, Edmund Kemper Jr., est un ancien militaire. Il a servi lors des essais nucléaires dans le Pacifique et il en est revenu vidé, désillusionné. Il travaille désormais comme électricien chez Pacific Gas et Electric, mais ne s'est jamais vraiment réadapté à la vie civile. Il est froid, distant, désabusé. Sa mère, Clarnell Stenberg, est tout l'inverse. Une femme autoritaire, cassante, rancunière. Elle méprise son mari, le traite comme un moins que rien. Et quand leur relation s'effondre, c'est sur son fils qu'elle projette toutes ses frustrations. Edmund grandit dans un climat de tension permanente. Dès l'enfance, il est isolé, humilié, écrasé par la personnalité de sa mère. Clarnell lui répète qu'il ne sera jamais aimé par une femme. C'est anormal, qu'il est trop grand, trop laid, trop différent. Elle le traite comme une créature étrange, qu'elle cache le soir à la cave, loin de ses sœurs. Une cave sans lumière, sans fenêtre, où le jeune Ed dort seul, entouré de tuyaux, de bruits sourds et d'ombres mouvantes. Il n'a pas 10 ans, et il dort déjà avec ses peurs pour seule compagne. Très tôt, quelque chose se détraque. Vers l'âge de 9 ans, Edmund enterre vivant le chat de la famille. 1 an plus tard, il en tue un autre, et garde sa tête dans une boîte. Il joue seul, invente des jeux morbides où il ligote ses poupées. Il imagine ce que ça ferait de contrôler totalement un être humain. À l'école, il est moqué pour sa taille. À 12 ans, il mesure déjà 1,80 m. Les autres le craignent, l'évitent. Il n'a pas d'amis. Alors, il invente. Il se parle à lui-même, il espionne ses sœurs. Un jour, il demande de jouer à un jeu où il serait le bourreau et où elles seraient les condamnées. Il construit un monde intérieur où les humiliations sont inversées, où c'est lui qui domine. Et sa mère, toujours là, le rabaisse, le frappe, l'enferme et lui interdit tout contact affectif. Elle refuse qu'il parle à des filles. Elle dit qu'il est dangereux, qu'il est dérangé, mais elle ne l'emmène pas chez un psy. Elle le garde sous contrôle, comme une bête qu'on attache de peur qu'elle morde. En 1963, ses parents divorcent. Clarnell décide qu'elle ne veut plus de lui. Edmund a 14 ans. On l'envoie vivre chez ses grands-parents dans une ferme reculée du Montana. Un lieu isolé perdu au milieu des collines et des champs. Une prison à ciel ouvert. Sa grand-mère, Maud, est une femme rigide, sarcastique,
qui ressemble beaucoup à sa fille. Son grand-père, Ed Munzer, est un homme fatigué, passif, qui passe ses journées à nourrir les animaux et à réparer des outils. Ed ne trouve aucun refuge. Il est à nouveau seul, incompris, raillé, contenu. Et alors qu'il s'approche de ses 15 ans, quelque chose craque. Le 27 août 1964, sans prévenir, il prend le fusil de chasse du grand-père. Sa grand-mère est assise à la table, en train d'écrire une lettre. Il lui tire alors dans le dos. Quelques minutes plus tard, son grand-père revient de ses courses. Edmund l'attend dehors. Il le tue d'une balle dans la tête, puis il appelle la police. Il ne cherche pas à fuir, il ne cherche pas d'excuses. Il dira plus tard qu'il voulait voir ce que ça faisait et qu'il avait tué son grand-père pour lui éviter le chagrin de découvrir sa femme morte. Il a 15 ans et déjà il parle avec un détachement glacial. Les autorités, déconcertées, décident de l'interner. Il est trop jeune pour la prison, trop étrange pour l'orphelinat. Il est envoyé à l'hôpital d'État d'Atascadero, un établissement psychiatrique sécurisé pour mineurs délinquants. Et c'est là que commence une seconde transformation. À Atascadero, Edmund Kemper devient un élève modèle. Il apprend vite, très vite. Il lit des manuels de psychologie. Il mémorise les tests de Rorschach, les échelles de personnalité, les protocoles d'entretien. Il devient si doué qu'on l'autorise à administrer les tests aux autres détenus. Il observe les prédateurs, les schizophrènes, les psychopathes. Il apprend leur langage, leur code. Il comprend ce qu'il faut dire pour paraître guéri, ce qu'il faut éviter pour ne pas éveiller les soupçons. Il joue un rôle. Il perfectionne son masque. Et au bout de 5 ans, en 1969, les médecins le déclarent apte à sortir. Ils ne voient plus en lui un danger. Ils voient un jeune homme calme, intelligent, réinsérable. Il est alors libéré et renvoyé chez sa mère. Clarnell vit désormais à Aptos, une petite ville côtière, à une trentaine de kilomètres au sud de Santa Cruz. Un coin en apparence paisible, bordé par l'océan Pacifique d'un côté et par les séquoias géants de l'autre. Mais sous la surface tranquille de cette Californie de cartes postales, quelque chose gronde. On est à la fin des années 60, l'Amérique est fracturée, le rêve hippie vacille. Martin Luther King a été assassiné. Les campus s'embrasent. La guerre du Vietnam déchire le pays. Des milliers de jeunes fuient les appels à la conspiration. D'autres se perdent dans les drogues, les communautés alternatives, les expériences spirituelles. Santa Cruz devient l'un des épicentres de ce chaos. Les rues sont remplies d'étudiants, d'artistes, de marginaux. On y vit librement, bruyamment, parfois dangereusement. Et dans ce climat de tension latente, un homme marche lentement parmi la foule. 2,6 m, une voix grave, des gestes mesurés. Ed Kemper est revenu. Il tente de reprendre une vie normale. Il se fait petit. Il trouve un travail dans le BTP. Il devient conducteur d'engin, un poste qui lui permet de s'isoler, de ne parler à personne. Il économise pour acheter une voiture, une Ford Galaxy beige. Il passe ses soirées à lire, à observer. Il fréquente les bars où vont les policiers. Il les écoute, les interroge. Il rêve même d'intégrer la police. Mais sa taille hors norme le disqualifie. Il reste un habitué. On le surnomme Big Ed. Un type sympa, poli, un peu étrange mais inoffensif. Sauf que dans sa tête, l'orage approche. Il recommence à fantasmer, à imaginer. Il prend la route, parcourt les alentours des campus. Il s'entraîne à parler, à sourire, à détendre. Il prend alors des autostoppeuses, puis les ramène sans leur faire de mal. Il teste ses limites, il prépare ses gestes. Et un jour, la pulsion l'emporte. Le 7 mai 1972, sur la route qui relie Berkeley à Stanford, 2 jeunes filles attendent le pouce levé. Marianne Pacey, 18 ans, et Anita Luchessa, 18 ans également. Elles rentrent à l'université. Elles rient, insouciantes, comme tant d'autres à cette époque. Elles montent alors dans la voiture de Kemper. Le géant les met en confiance. Il parle bien, il est calme, il les complimente,
Il connaît les environs. Mais au lieu de les conduire à destination, il prend une route de montagne. Il les isole, les domine, puis dans les bois, il les tue. Il place leur corps dans le coffre de sa voiture, roule jusqu'à la maison de sa mère et les cache dans sa chambre. Ce qu'il fait ensuite ne sera révélé que plus tard. Mais les détails, même les enquêteurs du FBI auront du mal à les entendre. Les restes de Marianne seront retrouvés plus tard, ceux d'Anita jamais. Le 14 septembre 1972, il prend une nouvelle autostoppeuse, Aikoku, 15 ans. Une lycéenne brillante, timide, passionnée de ballet. Elle monte dans sa voiture. Cette fois, Kemper panique. Il sort son arme, mais tremble. Aiko croit à une mauvaise blague. C'est elle qui désactive la sécurité de l'arme. Sans le savoir, elle signe son arrêt de mort. Encore une fois, Kemper ramène le corps chez sa mère. La nuit, il agit pendant qu'elle dort dans la pièce voisine. Puis, il repart travailler. Personne ne remarque rien. Le 8 janvier 1973, c'est au tour de Cindy Shaw, 19 ans. Il la tue, il cache son corps dans la voiture. Cette nuit-là, il démonte la porte du garage pour faire passer son chargement sans bruit. Le lendemain, il remet la porte en place et sa mère ne voit rien. Rosalind Thorpe, 23 ans, et Alice Liu, 20 ans, seront ses dernières victimes avant le point de rupture. Il les prend sur le campus de l'université de Santa Cruz. Il a un autocollant sur sa voiture, un badge, grâce au poste de sa mère à l'université. Elles montent, mais elles ne redescendront jamais. Le 20 avril 1973, tout bascule. Clarnell rentre tard. Elle a bu. Ils se disputent encore. Cette nuit-là, Ed reste silencieux. Il rumine. Puis, il entre dans sa chambre. Elle lit un livre. Elle ne le regarde même pas. Cette nuit-là, il la tue. Il fait ce qu'il avait imaginé pendant des années, ce qu'il avait rêvé, ce qu'il avait préparé. Dans un dernier geste, il place sa tête sur la cheminée et lui parle. Il lui dit tout ce qu'il a gardé en lui depuis l'enfance. Il appelle Sally Hallett, une amie proche de sa mère. Il l'invite à dîner, elle vient et il la tue aussi. Il veut faire croire qu'elles sont parties ensemble en voyage. Il nettoie les lieux, il attend. Pendant 3 jours, il reste dans la maison, puis il part. Il roule, il traverse les Rocheuses, traverse le Nevada, traverse enfin le Colorado. Et là, au bord d'une route, il entre dans une cabine téléphonique. Il appelle alors la police de Santa Cruz. Et il avoue tout. Au début, personne ne le croit. Il est trop calme, trop précis, trop poli. Mais il donne des noms, des lieux, des détails que seuls les enquêteurs peuvent connaître. Alors, on l'arrête. Et cette fois, le rideau tombe. Les fouilles commencent. Les dossiers s'empilent. Les journalistes affluent. On découvre un parcours inimaginable. Les autorités réalisent que pendant près d'1 an, un homme de 2,6 m, apparemment inoffensif, a semé la mort sous leurs yeux. Les psychiatres hésitent. Il n'est pas fou, il n'est pas délirant, il ne présente aucune hallucination. Il sait exactement ce qu'il fait. Il s'en souvient dans les moindres détails. Il explique les motivations, les sensations, les gestes. On parle de troubles de la personnalité antisociale, de narcissisme, d'absence d'empathie. Mais ce n'est pas suffisant. Il dérange parce qu'il est lucide. Il est le contraire d'un fou. Il est un miroir noir de la normalité. Le 8 novembre 1973, Edmund Kemper est condamné à 8 peines de prison à perpétuité. Il est incarcéré à la prison d'État de Vacaville, en Californie. Il y est encore aujourd'hui. En prison, il devient un détenu modèle. Il lit, il enregistre des livres audio et il participe à des interviews. Il parle aux étudiants, il aide les psychiatres, il parle beaucoup. Le FBI s'intéresse à lui. John Douglas et Robert Ressler, les fondateurs du profilage criminel moderne, l'interrogent longuement. Ce qu'il dit influencera la création des premiers profils de tueurs en série. Il est l'un des modèles piliers de la série Mindhunter et l'un des modèles du personnage d'Hannibal Lecter. Aujourd'hui encore, son calme fascine.
Son visage ne transpire aucune violence. Et c'est ça, peut-être, le plus glaçant. Edmund Kemper est encore en vie. Il purge sa peine à Vacaville, dans une cellule sans horizon, loin de tout, loin de tous. Mais son nom, lui, continue de circuler. Dans les rapports du FBI, dans les manuels de criminologie, dans les séries télé et les documentaires. Comme une figure imposante, un cas d'école. Et c'est bien là le problème. Parce qu'à force de disséquer son parcours, d'analyser ses mots, de se perdre dans les méandres de son esprit, on finit parfois par oublier l'essentiel. Derrière chaque épisode de cette histoire, il y a des visages, des vies, de jeunes femmes fauchées en pleine jeunesse, des familles détruites à jamais. C'est pour elles qu'on raconte, pas pour lui. Kemper n'est pas un génie incompris, ni un cerveau fascinant. C'est un homme qui a manipulé, détruit, tué froidement, méthodiquement. Ce qu'il faut retenir de lui, ce n'est pas son intelligence, mais le gouffre qu'il a creusé autour de lui. L'horreur banalisée, la violence rationalisée. Son cas nous interroge surtout sur ce qu'une société choisit de voir, ou pas. Sur ce qu'on fait des enfants qui souffrent, sur les silences trop lourds, les diagnostics trop hâtifs, les systèmes qui relâchent sans vraiment comprendre, et sur notre propre regard, notre besoin de comprendre l'inexplicable, quitte à frôler parfois le spectaculaire. Mais rien n'a de sens si l'on oublie que ce sont 10 personnes qui ont été arrachées à la vie. 10 noms, 10 destins, et une douleur qui, elle, ne finira jamais en cellule.